Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ESCA École de Management pour cette conférence dédiée aux questions importantes des entreprises familiales et en particulier la question relative à la gouvernance des entreprises familiales dans un contexte culturel, sociologique qui est nôtre, pas toujours facile, mais j'ai même envie de dire particulièrement complexe quand on sait qu'il y a beaucoup de sujets que nous n'osons pas traiter, certains même sont tabous dans nos familles, dans nos entreprises familiales, et que malgré ça, il faut assurer la pérennité des entreprises familiales, il faut assurer la transmission, la succession. Nous avons créé une chaire qui est dirigée par mes deux collègues, professeur Wadraba et professeur Taïb Brada, qui est une chaire d'entreprise familiale, qui développe un certain nombre de travaux à l'échelle nationale, mais aussi des travaux à l'échelle africaine ou à l'échelle du monde arabe, puisque nous travaillons avec des réseaux de business school partenaires, soit à l'échelle du continent, soit à l'échelle de la région MENA, où nous nous posons des questions de manière pragmatique en essayant de regarder que dit la science d'abord, que dit la recherche, mais en même temps, quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait partager. Et nous ne pouvons pas réfléchir et partager la réflexion sur les bonnes pratiques si nous ne donnons pas l'occasion à ceux qui sont aux commandes dans les organisations des entreprises, et en particulier dans les entreprises familiales ou les groupes familiaux, pour partager avec nous le regard. Et je voudrais, à ce titre, en mon nom très personnel et très chaleureusement, très amical, remercier nos deux intervenants. Et au nom de ESCA École de Management et de l'ensemble de la communauté, vous dire, mon cher Karim Tsezi et mon cher Jalib Nabastarji, merci beaucoup de votre présence. Je voudrais vous dire très sincèrement que je suis personnellement très touché de votre présence. L'un qui revient d'Abidjan pour repartir à Paris en faisant une escale à ESCA, et l'autre qui vient de Marrakech pour partager avec nous. C'est un moment important. Je voudrais aussi dire, parce que je le pense, que dans un moment où on doit parler de groupes familiaux, d'entreprises familiales, j'ai une pensée particulière pour Feu Sitazi et l'ensemble de ses réalisations, parce que sa famille a perdu son père, mais le Maroc a perdu un grand capitaine d'industrie, un militant d'un autre genre, qui a contribué fortement à la construction de modèles économiques dans notre pays. Et évidemment, les valeurs sont transmises en les générations futures. Et ce que tu représentes, toi, Nasser, et la famille Sekarim. Voilà, donc je voudrais, au nom d'ESCA, encore une fois, remercier les deux dirigeants d'entreprise pour le partage pour cette séance. Il me revient aussi, avant de céder la parole au professeur Abba qui dirige la chaire pour mener les débats, de rappeler pourquoi nous nous investissons dans l'entreprise familiale au Maroc et ce que nous faisons concrètement. Nous nous investissons sur deux volets. D'abord un volet de recherche. Il y a un ouvrage que j'ai eu le plaisir de diriger et qui est en vente, je crois qu'on a encore quelques exemplaires à ESCA, mais qui est en vente dans toutes les bonnes librairies au Maroc, qui s'intitule Entreprise familiale, des paradoxes aux opportunités. Et c'est un ouvrage collectif qui traite de différents sujets. Et peut-être pour dire à quel point c'est utile de produire de la connaissance en la matière, j'ai demandé dans cet ouvrage à un des collègues, le docteur Amin Mounir, on a un travail qu'on a fait il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Je lui avais dit, regarde les entreprises contrôlées par des familles qui sont listées à la bourse de Casablanca et challenge leurs résultats, leur modèle économique par rapport à la place financière, et qu'on regarde comment les entreprises familiales, par rapport à l'ensemble de la place, se comportent-elles. Et on se rend compte, même à un moment où le groupe Alliance n'allait pas bien du tout, intégrant le groupe Alliance, les entreprises familiales listées, parce que là on a tous les chiffres, on a toutes les données, c'est facile de challenger un modèle sur le plan modèle mathématique et chiffré pour regarder ce que ça donne, eh bien ces entreprises donnent toujours de meilleurs résultats, ont une valo excellente par rapport à la moyenne de la place financière. C'est dire que les entreprises familiales et les groupes familiaux présentent de l'intérêt,
ont une dynamique de très long terme, ce qu'on le reconnaît en général, et donc montre que les chiffres vont dans le bon sens là-dessus. Et donc cette année 2017-2018, après les travaux faits par la chaire, travaux de recherche et best practice à travers du travail que nous faisons actuellement sur des business cases que nous allons publier bientôt, Inch'Allah, nous avons décidé d'ouvrir un programme pour les dirigeants d'entreprises familiales. Et il me revient de vous présenter en quelques mots les quelques idées essentielles de ce programme. C'est un programme qui est mené par la chaire Entreprises familiales au Maroc, qui prend en compte les réalités de nos entreprises, qui a pour vocation de développer les compétences managériales et répond aux grandes questions de transmission, d'investissement, de succession et en fait la question de pérennité de ces entreprises. Comment est-ce qu'il est structuré? En 4 grands volets, des séminaires spécialisés par thématique, un contenu apporté par des experts, une logique de networking par management stratégique, management du changement, les questions de gouvernance, de succession, et quel type de leadership le dirigeant d'entreprise familiale doit-il développer. Ça, ce sont les thématiques des différents séminaires spécifiques. Un mot sur la partie networking, sur la partie expert et profil, vous le retrouverez sur notre site, je ne vais pas être long, mais sur la partie networking, pour moi, elle est essentielle, parce que ne peuvent comprendre des préoccupations chez nous d'entreprises familiales que lorsqu'on rencontre des gens qui dirigent des entreprises familiales qui se posent des questions. Donc on le fait à travers des visites de groupes d'entreprises familiales, mais on le fait aussi à travers des rencontres de rôle modèles comme celle que nous avons ce soir, 2 rôles modèles qui vont partager avec nous le regard sur ces questions de corporate governance et de gouvernance d'entreprises familiales. Et enfin, à travers le partage d'expériences des différents intervenants que nous recevons dans le cycle. Et pour conclure, on demande aux participants qui viennent dans ce cycle une application dans le cadre d'un corporate project et qui est une application sur leur cas où ils ont la chance de pouvoir dialoguer avec d'autres gens qui sont désintéressés dans la même logique d'entreprise familiale qu'eux, mais aussi avec des enseignants ou des experts qui ont ce recul et qui peuvent challenger un peu ce qu'ils font. Voilà ce que je voulais partager avec vous là-dessus. Je vais conclure en remerciant à nouveau au nom d'ESCA École de Management les 2 intervenants d'avoir fait le déplacement. Et je vais vous faire une confidence. Je vais prendre de quoi noter comme tout le monde et je vais vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Ça va m'inspirer certainement pour les prochains papiers sur lesquels on va travailler. Je te cède la parole, mon cher Badr. Merci. Bon, merci beaucoup, Sir. Je suis Badr Page. J'ai pris le plaisir depuis 2015 à diriger la chaire entreprise familiale au Maroc. La chaire a pour mission principale de capitaliser un ensemble de savoirs et d'expériences dans le domaine du management de l'entreprise familiale et patrimoniale. Donc, et pour identifier les meilleures pratiques, nous organisons périodiquement des conférences avec des patrons, avec des dirigeants d'entreprises familiales qui accueillent à ESCA École de Management, M. Tazi, M. Karim Tazi et M. Jalil Ben Pest Arji, qui sont à la tête de 2 groupes familiaux dans 2 régions du Maroc différentes et qui représentent des success stories, en fait, dans la mesure où ils ont assuré leur développement tout en préservant le caractère familial. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir le débat. Et ma première question s'adresse à M. Karim Tazi. En fait, vous êtes administrateur du groupe Richband. Le groupe Richband a été créé dans les années 60 par un grand monsieur, une fierté nationale, le marhoum Abdelaziz Tazi. Donc M. Karim Tazi, l'entreprise familiale est une vraie richesse pour notre pays. La preuve, c'est qu'une part importante du PIB du Maroc est composée de cette richesse créée par les entreprises familiales. Ces entreprises préservent, ils ont un nombre de particularités. Donc pour assurer la pérennité de cette entreprise, il faut comprendre justement les particularités de cette entreprise. C'est la première question que je vous pose. Quelles sont, à votre avis, les principales particularités de l'entreprise familiale dans ce contexte, dans notre contexte marocain? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je remercie l'ESCA de cette invitation et de
l'opportunité qui est offerte d'échanger avec vous sur ce thème. Donc, je vais essayer, dans la mesure du possible, de rester dans un langage simple, en prenant des exemples ou en utilisant des images qui sont faciles à comprendre. Une entreprise, si on voulait la comparer, par exemple, à un véhicule, à une voiture, il y a un moteur, c'est de l'énergie. Il faut faire bouger cette entreprise. Mais il y a aussi un volant et il y a des instruments pour connaître sa vitesse, pour savoir où on est quand il s'agit d'un GPS. Et je crois que souvent, ce qui fait la force des entreprises familiales, c'est l'énergie qui caractérise souvent le fondateur de cette entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une passion, il y a une rage. C'est le moteur. Ce sont des entreprises qui souvent ont un moteur extrêmement tonique, très dynamique. Là où parfois les entreprises familiales peuvent avoir des difficultés, c'est que ce soit pendant la vie du fondateur lui-même ou au moment une importance équilibrée qui soit donnée aux autres organes, c'est-à-dire au volant qui permet de choisir la stratégie et à tous les instruments qui permettent de piloter cette entreprise. Et je crois que on a longuement parlé de ce qui fait le succès des entreprises familiales et je n'ai pas besoin de revenir dessus. C'est cette formidable énergie qui est souvent celle du fondateur ou celle de ses enfants quand il a su leur transmettre cette énergie et quand un certain nombre de conditions se réunissent entre eux. Mais à partir du moment où on parle de la notion de gouvernance et où on met la notion de gouvernance au centre à la fois de la conférence à laquelle nous sommes ce soir, mais au centre de la problématique de la gestion des entreprises et des groupes familiaux, c'est que finalement, on se dit qu'au-delà du moteur, ce sont d'autres considérations qui doivent primer si on veut espérer qu'une entreprise familiale performe et se pérennise dans le temps. Ça veut dire que en fait, il y a quelque chose qu'il faut mettre en place, d'abord dans la tête, dans la tête de ceux qui possèdent cette entreprise, pour qu'ils apprennent à mettre une distance salutaire entre l'entreprise et eux. C'est-à-dire que le fait d'être actionnaire d'une entreprise ne doit pas donner droit de vie ou de mort sur une entreprise. Et malheureusement, soit sciemment, soit inconsciemment, dans beaucoup d'entreprises familiales, celui qui s'en considère le propriétaire croit ou se comporte, parfois c'est direct ou indirect, mais se comporte comme s'il avait un droit de vie ou de mort sur l'entreprise. C'est-à-dire, c'est selon mon bon vouloir. Je recrute qui je veux, je licencie qui je veux, la stratégie, je l'ai dans ma tête, je n'ai pas besoin de l'expliquer aux autres, je n'ai pas besoin de convaincre mes collaborateurs, je n'ai pas besoin de les faire adhérer. L'entreprise, c'est moi. Et moi, je suis l'entreprise. Donc, en fait, la première difficulté, quand on parle de gouvernance des groupes familiaux ou des entreprises familiales, est une difficulté qui est dans la tête, dans l'attitude et dans l'état d'esprit de ceux qui en sont les actionnaires. Ils doivent accepter de se soumettre eux-mêmes à une forme de discipline quelconque. Et c'est quand on va rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est que cette discipline qu'on va aborder la problématique de la gouvernance. Mais si un propriétaire ne considère pas qu'il doit se soumettre à une autodiscipline, vous pouvez mettre tous les organes de gouvernance et toutes les techniques managériales, ça ne marchera pas. Il y a des choses dans lesquelles les entreprises ressemblent beaucoup à des pays. Parlons du pays qui est le nôtre, nous avons une constitution extrêmement moderne. Est-ce qu'elle est appliquée? Non. Donc vous pouvez avoir une très belle constitution, mais ce n'est pas sûr qu'elle sera appliquée. Vous pouvez avoir dans une entreprise
des procédures, des organes de gouvernance et tout ça. Mais si celui qui se considère comme étant l'actionnaire pense que sa qualité d'actionnaire lui confère droit de vie ou de mort sur l'avenir de cette entreprise et l'autorise à faire tout ce qu'il veut quand il le veut, il n'y a pas de gouvernance. En fait, la gouvernance, c'est d'abord le fait pour les actionnaires de soumettre la vie de leur entreprise à des règles claires. Ça veut dire qu'ils acceptent que les règles sont au-dessus de leur volonté ou de leur bon vouloir. Donc, en fait, de la même façon qu'on dit la suprématie des lois, siyadat al-qanoun, quand on parle d'un pays, eh bien, il devrait y avoir la suprématie des organes de gouvernance et de la forme d'organisation de l'entreprise dans une entreprise familiale si on veut espérer qu'elle se pérennise. Donc en fait, l'équilibre permanent qu'il y a à avoir, c'est comment faire pour que les actionnaires injectent leur passion, leur rage et leur capacité à prendre des décisions extrêmement rapides, parce que c'est ça qui fait la force de l'entreprise familiale. C'est qu'on n'a pas besoin d'attendre, d'envoyer le budget ou le plan à la direction régionale à Dubaï, qui l'envoie à la direction internationale à Cincinnati, et attendre que la direction internationale de Cincinnati la renvoie à Dubaï et tout ça. Et je suis sûr que pendant tout ce temps-là, le cœur même du projet s'est perdu dans les slides et les PowerPoint et tout ça. Non, dans une entreprise familiale, le centre de la décision est proche. On peut prendre une décision rapide. Mais encore faut-il que cette décision se fasse quand même dans un certain cadre, qu'on accepte le regard des autres, qu'on accepte le conseil des autres, qu'on accepte la critique des autres, qu'on ait respecté un certain nombre de formes, qu'on obtienne l'adhésion des autres, qu'on les convainque, qu'on les enthousiasme. Ça veut dire en fait qu'une entreprise familiale, c'est d'abord une très forte autodiscipline personnelle de ceux qui en sont les principaux actionnaires. Je crois que je voudrais commencer par ça, et puis ensuite on ira peut-être un peu plus loin tout à l'heure, mais c'est ce qui me paraît être la philosophie du secret du succès de la gouvernance et de la gestion d'une entreprise familiale. Bien, merci beaucoup Monsieur Tazi pour cette introduction au débat. Donc effectivement, vous avez cité à plusieurs reprises le mot pérennité. Et les statistiques, justement, sont alarmantes. Si on regarde le nombre d'entreprises qui survivent à la deuxième génération, ça avoisine au niveau mondial les 30%. Donc on n'a pas des statistiques officielles, mais nous imaginons que la réalité est encore plus alarmante au Maroc. Donc nous ne parlons même pas de la troisième génération, mais que de la deuxième génération. Donc, et on a avec nous le cas d'une entreprise familiale qui a réussi justement ce défi de transmission. C'est une entreprise familiale, le groupe Tikeda. C'est un groupe qui s'est développé dans la région du Sud. Il a été créé dans les années 70 également par un grand monsieur Ahmed Ben Abbas Tarji. Donc, en alliance avec une autre famille, la famille Marache. Donc, c'est un groupe qui opère dans le secteur du tourisme et qui est aujourd'hui dirigé par le successeur, par M. Jalil Ben Abbas Tarji. Donc, notre question, c'est toute simple. Quelles sont les clés de réussite, justement, d'une transmission? Face à ces statistiques, les entreprises de première génération, quelles leçons peuvent tirer justement de l'expérience du groupe Tikeda dans la transmission? Merci. Bonsoir. À mon tour de remercier l'école, ESCA, son président, ses excellents professeurs. Je suis ici pour la première fois et si vos questions ne sont pas trop sévères, j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Mais ça, on en jugera à la fin de la séance. J'adhère bien sûr à l'essentiel, sinon à la totalité de l'exposé introductif de Sikalim. Tazi. Nous vivons beaucoup de choses similaires et bien sûr des choses différentes. Juste une petite correction, Sihaba. Notre groupe a été créé par notre partenaire, qui a été rejoint très très vite par mon père dans les toutes premières années, mais c'est une petite précision pour l'histoire.
Mais effectivement, ils ont maintenant 45 ans de chemin commun. Une deuxième précision, je suis dirigeant du groupe, mais contrairement à Sekalim, les actionnaires fondateurs sont toujours là. Donc c'est aussi un cas intéressant de voir comment les actionnaires étant là, nous nous sommes organisés d'une certaine manière que je vais essayer de résumer. Je suis assez hésitant entre rester sur un cas très particulier que je vais essayer de partager avec vous, mais en même temps essayer d'en tirer quelques recommandations modestes bien sûr, sachant que je compléterai peut-être un tout petit peu ce qu'a dit Sekalim en disant que l'entreprise familiale, avant d'être familiale, ben, c'est une entreprise tout court déjà. Donc, et je crois que les entreprises en général ont beaucoup des problèmes que Sitazi a évoqués. Effectivement, l'entreprise familiale a peut-être des problèmes ou des challenges supérieurs ou spécifiques qui sont la mobilisation des ressources et la mobilisation de la compétence. Dans une entreprise familiale, le risque est encore plus fort que dans une entreprise normale d'aller rechercher une ressource qui soit autre que compétente. Ça peut être une ressource légitime, ça peut être une ressource humaine d'un ayant droit ou d'un héritier d'une manière générale. Et toute la difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre la légitimité ou la compétence et, je dirais, l'hérédité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième élément, toujours peut-être dans ce premier échange, c'est que, comme je l'ai dit, alors deuxième particularité de notre groupe, c'est que nous ne sommes pas une famille fondatrice, en fait ce sont deux familles qui sont toujours là. Et j'ai beaucoup aimé, donc Sekalim avait bien raison d'insister sur quelques mots-clés que j'ai retenus, il y en a plusieurs, mais j'en ai retenu 2 ou 3, c'est l'autocontrôle, c'est le contrôle, c'est la discipline. Il se trouve que ce qui a été à la fois, je dirais pas difficile, mais qui a été un challenge quotidien, c'est de trouver l'entente et l'équilibre entre les deux familles actionnaires. Alors, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas non plus forcément toujours amusant, bien sûr, je ne rentrerai pas dans le détail, mais je peux vous assurer qu'à la fin du compte, si j'avais le choix, je choisirais le système dans lequel j'ai grandi presque, puisque ça fait 25 ou 26 ans que j'en fais partie, parce que cet autocontrôle et cette discipline, elle est un petit peu forcée par le fait qu'il y a un équilibre des pouvoirs. Nous avons mis en place également un système d'alternance au niveau des organes de gestion. Quand une famille préside un conseil d'administration, c'est l'autre famille qui est directeur général et inversement, etc., selon un rythme de 3 à 5 ans selon les situations. Ce que je voudrais rajouter au départ, c'est qu'il faut, à la fois pour compléter et pour poursuivre un peu plus, Sekalim a beaucoup insisté sur la notion d'énergie. Moi, je dirais, j'insisterai sur la notion de vision et de leadership. Pour pouvoir réussir une transmission d'entreprise et surtout pour avoir une bonne gouvernance, c'est-à-dire une gouvernance pérenne et efficace, aussi bien à court terme qu'à long terme, il faut au départ plusieurs conditions. Dans ces conditions, c'est le leadership et c'est la vision. S'il n'y a pas de leadership et surtout de vision, ben, il n'y a pas grand-chose à transmettre. Le cas, bien sûr, du groupe de Sitazi est un cas particulier qui est connu, reconnu, qui a fait ses preuves et qui va continuer à les faire. Mais ce n'est pas le cas de tous les groupes familiaux. Donc, leadership et vision. Et ensuite, bien sûr, transmission. Le deuxième élément, c'est qu'il faut prendre la peine de bien connaître le droit. Je sais qu'il y a quelques éminents juristes dans la salle, et pas seulement sur la salle, mais peut-être aussi sur l'estrade. Il faut bien, je parle de notre cas particulier, nous avons été heureusement bien conseillés par notre banquier, un de nos banquiers, qui nous a mis entre les mains d'un excellent cabinet de conseil juridique, d'expertise comptable à Casablanca, avec lequel nous avons passé des dizaines et des dizaines d'heures, et nous avons étudié vraiment toute l'étendue et toute la souplesse permise par les textes, par la loi, par la législation, etc. Et il ne faut pas hésiter à aller au fond des textes et les adapter, ou plutôt s'adapter aux textes existants. Autre chose, il faut, nos actionnaires fondateurs, défunts ou vivants, doivent, ça a été un petit peu évoqué par Sitazi, doivent aussi faire l'effort de prendre du recul par rapport à eux-mêmes pour organiser de leur vivant
la suite des événements. C'est essentiel. Parce que d'abord, l'avantage qu'ils ont en le faisant, et ça, les gens n'y pensent pas forcément, c'est qu'ils ont conçu en leur absence. Et nous avons fait ça vraiment, on va dire à trois, c'est-à-dire notre partenaire historique, qui est toujours là, j'espère pour longtemps, ainsi que mon père, et moi-même. Et ça a été fait vraiment comme un trio en harmonie. Ça a pris du temps, c'est un travail qui se fait sur 2-3 ans, et qui continue à se faire. Et qui continue, l'histoire n'est pas finie. Elle va se poursuivre, même si je suis déjà en train de... je suis ni trop vieux ni trop jeune, mais je commence déjà à penser à mon fils qui a l'âge de certains des gens qui assistent à nos entretiens. Voilà quelques premiers, je ne veux pas être trop long. J'espère qu'il y aura suffisamment de questions pour pouvoir rentrer peut-être parfois un peu plus en détail. Merci, Monsieur Belapastarji. Ma troisième question s'adresse maintenant à mon collègue Tei Prada. Vous avez la double casquette, vous êtes expert comptable, vous avez plusieurs années d'expérience avec les entreprises familiales, mais vous êtes aussi un enseignant-chercheur. Vous avez soutenu une thèse sur les entreprises familiales, justement. Donc cette double casquette vous permet aujourd'hui d'identifier les vraies problématiques de gouvernance de l'entreprise familiale, si vous pouvez nous faire une synthèse de ces problématiques des entreprises familiales, mais tout en les attachant à notre contexte marocain. Merci. D'abord, je voulais et honneur. Alors, la question qui est posée est un petit peu délicate. Pourquoi? Parce que la gouvernance des entreprises familiales est un domaine enthousiaste. Ça veut dire, personnellement, c'est un domaine qui m'enthousiasme, non pas par la simplicité, mais par la complexité qui est la sienne. Cette complexité, à mon avis, et c'est là où le chercheur pourrait avoir un certain intérêt, c'est de revenir sur ce que c'est qu'une entreprise familiale aujourd'hui. De dire intellectuellement, académiquement parlant, comment définit-on une entreprise familiale? Une entreprise familiale, parmi les premiers critères qui ont été utilisés pour la définir au niveau des travaux académiques, c'était le pourcentage de contrôle du capital par une famille ou par plusieurs familles. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que partir que sur le pourcentage de contrôle ne permet pas de définir ce que c'est une entreprise familiale, à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de la vision, effectivement, comme disait Sitarji, dans la nature des instances mises en place, dans la nature de la prise de décision. Et lorsque vous avez une entreprise dont la vision, dont la stratégie, dont les instances de gouvernance, dont la prise de décision, dont les politiques sont entachées de variables familiales, et c'est là qu'on est en présence d'entreprises familiales. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment partir sur des éléments de qualité pour définir ce que c'est entreprise familiale. Après, je voulais passer sur un autre élément très important, de dire aujourd'hui on est en train de parler de la gouvernance des entreprises familiales. Quelle clé de succès? C'est-à-dire qu'on est déjà intellectuellement face à un phénomène nouveau au Maroc parce qu'on est en train de parler du succès des entreprises familiales. Donc nous sommes en train de nous dessaisir d'une vision péjorative de ce que c'était le capitalisme familial à un certain moment au niveau culturel et contextuel. Ça veut dire qu'on était en train de parler il y a 20 ans d'entreprises familiales comme étant un frein au développement économique, et aujourd'hui on est en train d'instaurer cette légitimité de l'entreprise familiale. Cette légitimité, elle s'explique facilement. Excusez-moi de faire le tour de cette question parce que c'est important pour voir un petit peu l'importance de ce débat. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de multinationales, elles sont là, mais elles viennent après une sorte de benchmarking avec d'autres pays. Et ça veut dire que demain, si votre économie perd ses critères de classification, vos multinationales ne sont plus là. Et ce que vous allez garder, c'est vos entreprises familiales. Et ça, on l'oublie. Ça veut dire que le premier élément de stabilisation économique et sociale aujourd'hui, c'est cette catégorie d'entreprises qui est tellement importante par l'enracinement. Et après, ce que je dis personnellement, quand une entreprise familiale va s'internationaliser, elle le fait pour se renforcer même localement. Et là, c'est un élément d'importance. Alors après, ce qui me ramène vers une autre question, et c'est cette question qui va relancer un petit peu mon intervention. Je parlais tout à l'heure de la définition d'une entreprise familiale comme étant une entreprise dont la stratégie, dont la vision, dont l'ensemble des tenants et des aboutissants sont influencés par les questions familiales. Eh bien, cette définition est importante. Pourquoi? Parce qu'elle veut dire tout simplement que si on voulait conceptualiser cette entité, on allait revenir, on était aux antipodes de deux entités qui étaient totalement différentes par rapport à leur finalité. D'une part, nous avons une entité économique qui est l'entreprise, avec l'obligation de faire face à des contraintes de marché, parce qu'elle est sur l'entreprise familiale,
est d'abord est en société et dans un contexte économique pur. Donc elle est obligée de respecter, je dirais, les critères économiques. De l'autre côté, nous avons une famille qui n'est pas certainement inscrite dans une logique purement économique. Et cette ambivalence, cette composition, aujourd'hui, nous permet de dire que cette entreprise est tout à fait particulière de par la question qu'on va se poser par rapport à la gouvernance. Pourquoi? Parce que si on voulait définir la gouvernance d'une entreprise, on a été vraiment bien gâté, et je le dis entre guillemets, dans le management des entreprises, ce qu'on appelait les entreprises managériales, dans lesquelles la direction est séparée de la propriété. Pourquoi? Parce que dans le droit de société, on a un dénominateur commun qu'on appelle intérêt social, et qui permet, comme disait Alain Couret, qui est un éminent juriste français, disait l'intérêt social, c'est l'intérêt de l'entreprise, et c'est la boussole de l'entreprise. Et toute la gouvernance permettait d'aligner l'intérêt et les actions des dirigeants sur l'intérêt des actionnaires et de la société. Donc dans un domaine classique de management, la gouvernance, ça serait une sorte de discipline des dirigeants pour les ramener vers l'intérêt des actionnaires. Et là, c'est la règle en termes économiques. Quand on parle d'entreprise familiale, ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de règles. Et Tézi l'a dit tout à l'heure, il a dit on devrait revenir, mais qui nous dit que c'est ça la légitimité. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que la légitimité d'une entreprise familiale, c'est de se conformer au droit? Est-ce que c'est tellement complexe de vouloir répondre directement à cette question. Aujourd'hui, on est devant des groupes familiaux, ben, imaginez la moyenne entreprise. On est dans un monde à géométrie variable. L'entreprise familiale n'est pas un stéréotype. On a des petites entreprises de quartier, on a des groupes familiaux. En France, on a Danone, on a Michelin. Au Maroc, on a le groupe Tézi, on a le groupe Tikida. On a des groupes qui sont bien structurés. Et le fait de dire on a un dénominateur commun, c'est celui de la nature familiale du contrôle, c'est celui de la vision. Et pourtant, la taille n'est pas la même. Ce qui rend un petit peu complexe parce que les problématiques sont différentes. Alors après, ce que j'essaierai de faire, c'est de dire, eh bien, toute chose étant égale par ailleurs, parce qu'à un certain moment, il faut savoir se mettre sur un débat intellectuel, mais avec un dénominateur commun. Donc si on rentre dans la disparité, on ne va pas en sortir, ça c'est sûr. Parce que c'est un monde très riche, c'est un monde complexe. C'est un ensemble de questions qui sont très difficiles à même filtrer, à même poser. Même les interrogations, parfois, sont difficiles à poser dans ce monde. Eh bien, moi, je disais de partir de dire aujourd'hui, si on est en train de parler de cette gouvernance, à un certain moment, il faut définir les enjeux à laquelle cette gouvernance devrait répondre. Eh bien, quand on revient à la nature familiale, aujourd'hui, on sait qu'il y a deux types d'enjeux. Alors, le premier est plutôt positif. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une entreprise familiale, c'est une relation avec une famille. La relation entre l'entreprise et la famille, ce n'est pas une relation d'actionnaire normale. C'est une relation, c'est un lien familial. Le lien familial, à l'inverse du lien d'actionnaire normal, est un lien multidimensionnel. Là-dedans, il y a une dimension financière, il y a une dimension de relation de sang, il y a une dimension informationnelle, ce qui est très important, et une dimension psychosociologique. Tout ce qui est attitude, tout ce qui est culture, tout ce qui est croyance de la famille, c'est très important de le souligner. Donc automatiquement, on est dans un contexte où il y a plus de confiance par rapport à d'autres entreprises où les actionnaires ne connaissent pas forcément les dirigeants. Et cette confiance aujourd'hui est un point positif. Pourquoi? Parce que la confiance donne de l'engagement. Cette confiance donne de l'engagement des actionnaires. Quand on a un actionnaire engagé, automatiquement, il constitue un capital patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les délais de récupération sur lesquels il s'investit ne sont pas les mêmes que ceux d'un actionnaire sur la bourse Casa ou c'est un actionnaire minoritaire dans une société. Donc l'actionnaire familial est tout à fait dans une position tout à fait particulière qui est à la fois très complexe mais qui l'engage à long terme. Et donc les entreprises familiales aujourd'hui, si elles peuvent mener des investissements à long terme, c'est grâce à cette relation d'amour, je dirais. Parce que c'est d'abord de l'amour à la famille. C'est de l'énergie, mais c'est aussi de l'amour. Parce que c'est une entreprise. Et l'entreprise elle-même constitue un bien familial qu'on voudrait transférer et donc qu'on gère dans des bonnes conditions. Et ce que disent les juristes en bon père de famille. Alors, cette relation est importante. Donc, elle permet aujourd'hui d'expliquer ce que Amin Mounir, mon cher collègue à ASK, disait sur les entreprises familiales cotées. Ça veut dire que même quand on est coté, on garde quand même le caractère familial prime sur le fait que l'entreprise est cotée. Et ça, c'est important. Donc cette stratégie d'endurance, ce long-termisme,
permet aujourd'hui de réaliser des performances que les autres ne peuvent pas tout à fait réaliser parce qu'elles sont soumises en ordre des marchés financiers. On parle de return on investment et le return on investment, c'est du court terme. Ça veut dire que vous devez sortir l'actionnaire le plus tôt possible pour réduire ce risque, sans risque. Si vous êtes dans des entreprises familiales, les actionnaires sont là. Ils sont là en train de transférer, de vouloir transférer la propriété de l'entreprise à leur progéniture. Et donc, ils ont une approche prudente, ils ont une approche à long terme. Alors, de l'autre côté, malheureusement, il y a toujours les doubles faces des médailles. Lorsqu'on est dans une entreprise familiale, on est dans un lien familial qui est très complexe et qui comporte une forte contenance émotionnelle. Alors quand je dis l'émotion, pourquoi? Parce que l'émotion a été toujours symbole d'un engagement, mais que d'un autre côté, on a des possibilités de conflit d'intérêts qui peuvent détruire ces entreprises. Ça, c'est un premier point faible, je dirais potentiellement. Ce n'est pas automatiquement point faible, mais je parle des domaines de risque potentiels de ce que c'est aujourd'hui, ce qu'appellent les Américains de familyness. Ça veut dire le familialisme ou une sorte de capital social au sein de l'entreprise familiale. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, cher professeur, c'est que si dans le management, on nous a appris dans l'expertise comptable et dans d'autres disciplines que la continuité d'exploitation allait de soi. C'est-à-dire quand on parle d'évaluation d'entreprise ou dans la comptabilité ou dans le droit de société, la continuité est supposée. Dans l'entreprise familiale, elle n'est pas supposée. Elle dépend de plusieurs éléments, notamment la succession. Or, culturellement, la question de la succession fait presque partie du tabou culturellement parlant. Et ça génère beaucoup de problèmes. Le deuxième élément sur lequel je voulais revenir, c'est que quand on parle d'engagement, on peut parler d'engagement pendant la première, la deuxième génération. Troisième génération, il commence à s'affaiblir. Quatrième, il commence à s'atténuer. Et à un certain moment, on commence à voir le risque d'implosion de l'entreprise familiale. Et donc, aujourd'hui, dire lien familial, c'est dire aussi de quelle manière on va le préserver. Et donc, il y a un domaine de risque. Un deuxième domaine de risque, c'est l'atténuation des liens familiaux dans le temps. Plus une famille grandit, plus la famille s'éclate, et plus l'engagement familial n'est plus le même. C'est-à-dire, j'ai parlé de la troisième génération. Encore faut-il assurer la socialisation des successeurs pour qu'ils veuillent intégrer l'entreprise. Parce que c'est ça les questions. Cette continuité ne va pas de soi. Alors, troisième élément de risque très important, c'est qu'aujourd'hui, on a appris en management, d'après une théorie, ce qu'on appelle la théorie de base de ressources de Warnfeld, qui a été initiée en 1984, qui a été continuée par d'autres chercheurs, on nous a appris que le capital réel d'une entreprise, c'est ses ressources intangibles. Alors, quand on parle de ressources intangibles dans l'entreprise familiale, on parle de réputation de la famille, on parle de la confiance, on parle de l'engagement, et c'est ces éléments même qui font, je dirais, la survaleur d'une entreprise, la surperformance d'une entreprise familiale. Or, pendant les phases de succession, et surtout lorsque la succession n'est pas bien anticipée, les entreprises familiales passent généralement par des étapes de fragilisation parce que leur capital social, leur capital familial s'affaiblit. Les entreprises familiales, quand on parle de banquiers, sont des relations de tête à tête. C'est one-to-one. Et si on prend que l'exemple d'un banquier dans une entreprise qui connaît une succession, si le successeur n'est pas bien formé, il ne va pas préserver cette relation de confiance avec les banques. Alors après, on peut généraliser à l'ensemble des relations. Ça veut dire que la succession n'est pas seulement un outil juridique d'assurer une continuité, mais c'est aussi un outil managérial pour renforcer et éviter la fragilisation de l'entreprise pendant ces étapes de succession. Alors, ce que je voudrais dire en synthèse à ce que je viens d'avancer, c'est que finalement, on est dans deux côtés. Dans un côté où on pourrait dire que le côté familial d'une entreprise est un atout majeur parce qu'il permet le long terme, parce qu'il permet de créer de la richesse, parce qu'il permet de la confiance et de l'engagement, de par cette relation d'amour entre les actionnaires et l'entreprise. Et de l'autre côté, que si on n'a pas la capacité aujourd'hui de réfléchir à la question de la gouvernance, ce point positif, tout ce potentiel, se perd s'il n'est pas encadré parce qu'il risque de se perdre dans le temps. D'où la question de la gouvernance de l'entreprise, d'où l'importance de la gouvernance de l'entreprise aujourd'hui comme dispositif pour renforcer les points forts et pour atténuer les domaines de risque de l'entreprise familiale qui sont rattachés à la continuité de l'entreprise. Merci.
Merci Sebrada pour cette synthèse des problématiques aujourd'hui de gouvernance de l'entreprise familiale. Or, une autre problématique dans l'entreprise familiale, c'est cette recherche de consensus autour des décisions les plus stratégiques. Justement, je poserai la question à M. Tazi. Pour les décisions stratégiques les plus importantes dans le cas du groupe Richbond, est-ce qu'il y a cette recherche systématique du consensus familial pour les décisions les plus stratégiques? Est-ce que vous prenez en compte les attentes des parties prenantes? Peut-être il n'est pas facile d'aller directement à la question du consensus dans le cadre des décisions stratégiques si on ne donne pas une idée sur la gouvernance qu'on met en place dans une entreprise. Parce que c'est dans le cadre d'un concept de gouvernance, quel qu'il soit, parce que parfois ce sont des concepts implicites. Même quand on a l'impression qu'il n'y a pas un concept de gouvernance bien formalisé, il y en a quand même un, même si c'est une gouvernance autoritaire, même si c'est une gouvernance unilatérale. Il y a toujours une gouvernance en place. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand malgré tout, on tente d'en mettre un en place, et dans le cadre d'une entreprise familiale, et c'est peut-être ça qu'il est important d'expliquer ou de tenter de décrire. Alors, je crois que la gouvernance, la nécessité d'organiser, parce que finalement, quand on entend par gouvernance, c'est le système qu'on met en place pour doter l'entreprise des organes qui vont la diriger et mettre en place les moyens de contrôle. Alors les organes de gestion, ceux qui décident la stratégie à long terme, ceux qui la gèrent au jour le jour, comment rendent-ils compte les uns aux autres, qui les contrôle, quelles sont les règles qui s'appliquent, tout ça s'appelle la gouvernance. Et cette chose qu'est la gouvernance ne se met pas en place d'un coup dans un groupe familial. C'est une maturité qui vient. Au départ, quand l'entreprise grandit, la première chose que ses propriétaires, ses actionnaires constatent, c'est d'abord qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide pour gérer l'entreprise et que, comme disait Jalil, il y a la légitimité de la compétence et il y a la légitimité de l'hérédité. Parfois, on a besoin d'aide de gens qui sont complètement extérieurs à la famille. Et on se rend compte que pour attirer les talents, parce qu'ils sont libres de venir ou de ne pas venir, ils sont libres de venir ou de s'en aller, pour attirer les talents, il n'y a pas que le salaire qui suffit dans une entreprise. Les gens ont besoin de venir et de trouver un certain nombre de choses. Ils veulent travailler dans une entreprise qui ne soit pas un bordel, par exemple, et dans lesquels ils ont l'impression qu'il y a quand même quelques règles. Et puis, une fois qu'ils sont rentrés, ils veulent bien que le patron tienne compte de leur opinion, leur communique un peu sa vision. Donc, à partir du moment où on rentre dans l'obligation d'attirer les autres pour nous aider à gérer l'entreprise, on commence à mettre les mains dans une problématique qui sera, à terme, une problématique de gouvernance. Donc, ça, c'est le début de l'engagement d'une entreprise vers la logique de mise en place d'un système et d'organes de gouvernance. Puis, chemin faisant, on se rend compte que il vaut mieux que les décisions stratégiques se prennent dans un certain cadre et que les décisions de gestion quotidienne se prennent dans un autre cadre. Et c'est là qu'on se dit que finalement, c'est pas plus mal qu'une entreprise, même familiale, ait un conseil d'administration où une fois ou 2 fois par an, on prend le temps de se réunir et de regarder solennellement tout ça. Et puis on prend le temps de prendre des décisions. Et peut-être que la gestion quotidienne de l'entreprise, on commence à envisager de la laisser à une autre personne ou à un autre organe qui est la direction générale.
D'accord? Et donc là, on voit déjà comment peut se mettre en place un détachement entre posséder l'entreprise et fixer ses orientations à long terme et la gérer au jour le jour, qui peut ne plus être la même chose. Une fois qu'on a constitué ce conseil d'administration, il y a des moments où on se dit, mais puisque nous sommes en train de réfléchir à l'avenir, mais peut-être qu'il faudrait qu'on demande à des gens extérieurs à nous de venir se joindre à nous et de nous donner leur opinion. Bon. Et à partir de ce moment-là, on peut découvrir une autre notion qui est, à mon avis, absolument cruciale dans la question de la gouvernance des entreprises, c'est le fait de recourir à des administrateurs indépendants. Et en fait, c'est toujours la notion d'indépendance qui est très importante, parce que même quand une entreprise familiale, ou même non familiale, décide, face à une problématique qu'elle n'arrive pas à maîtriser, d'appeler un consultant, McKinsey, BCG, Monitor, un consultant marocain, Valiance ou quoi que ce soit, c'est déjà qu'elle accepte la nécessité de recourir à extérieur à soi. Et en fait, la gouvernance, c'est comment on accepte que l'extérieur à soi, l'autre, l'altérité, vienne s'immiscer dans votre entreprise. Parce que vous comprenez qu'en fait, c'est votre intérêt que l'extérieur à vous-même vienne vous donner soit son conseil dans le cadre de la stratégie, soit son conseil dans le cadre juridique, soit son conseil dans le cadre de la gouvernance. Alors moi, je suis super content parce que il se trouve que ce soir, j'ai la surprise que l'entité et la personne qui nous a accompagnés, nous, Groupe TSI, dans le cadre de la mise en place d'un système de gouvernance, est dans la salle aujourd'hui. Donc, je la salue, c'est Madame Dounia Taharji qui est ici, c'est la société Melia. Et donc, nous, on a dit, écoutez, nous, on veut bien assurer la pérennité de l'entreprise. On se rend bien compte que nous ne pouvons pas faire ça tout seul. On sait bien qu'il va falloir qu'on accepte le regard des autres et leur opinion et leurs conseils et tout ça. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait comment? Heureusement que, en réalité, à partir du moment où on accepte de se remettre en cause, à partir du moment où on accepte que le regard des autres, le regard critique, mais critique positif, constructif, vienne se poser sur nous, eh bien, il y a toujours moyen de mettre en place des organes de gouvernance. C'est toujours possible parce que il y a toujours quelqu'un qui a fait un petit bout de chemin avant vous et qui vous explique comment le faire, à condition que vous soyez dans l'état d'esprit d'accepter de le faire. Donc, les organes de gouvernance sont ce que je vous ai dit, le conseil d'administration, la direction générale et bien sûr les auditeurs, les experts comptables, enfin tout ce système, cet écosystème qui s'installe autour de l'entreprise et qui fait que le propriétaire ne fait plus que ce qu'il veut selon son bon vouloir. Alors après, c'est là que vient la question que vous avez posée. Comment fait-on le consensus lorsqu'on est une famille sur des décisions absolument stratégiques? Alors, l'une des choses que nous avons découvert au moment de notre propre mission de mise en place de nos organes de gouvernance dans le cadre du groupe TSI, c'est que si nous faisons rentrer des administrateurs indépendants dans les conseils d'administration des filiales du groupe, il y a des moments quand même où on a envie de discuter de certaines choses uniquement entre actionnaires. Eh bien là, il est tout à fait possible de le faire dans un cadre qui n'a pas besoin d'être formalisé juridiquement. Ça peut être un conseil de famille. On crée un conseil de famille. Il n'a pas besoin d'être une holding et tout ça. L'essentiel, c'est que ce conseil de famille, d'abord les gens qui siègent dedans sont conscients qu'à certains moments, ils siègent dans ce conseil de famille en tant que conseil de famille et qu'ils se soient mis d'accord entre eux sur quelles sont les missions du conseil de famille et quelle devrait être la charte à laquelle les membres du conseil de famille doivent se soumettre. Et là encore, on revient toujours au même mot, c'est celui de la soumission. Accepter la pérennité, la gouvernance, la performance, c'est d'abord une question de se soumettre à quelque chose. Ce n'est pas de faire que ce qu'on a envie, comme on a envie.
Et je le répète encore, ce qui est valable pour une entreprise est valable pour un État. Donc en fait, c'est quand on accepte de se soumettre. C'est ça la gouvernance. C'est quand on accepte de se soumettre. Dans une conseil de famille, eh bien, quand on s'est mis d'accord sur les missions du conseil de famille et quand on s'est mis d'accord à froid, avant d'en arriver à des décisions difficiles, quand on s'est mis d'accord à froid sur la charte qui doit présider au fonctionnement de ce conseil de famille, quand la famille n'est pas totalement cinglée, parce que bon, ça arrive, des familles cinglées, vous voyez que quand il faut se détruire, il faut se détruire. Il y a pas, je veux dire, il y a des moments où il n'y a absolument rien d'autre, aucune autre issue que la destruction ou l'autodestruction. Mais en supposant qu'on n'est pas dans ce cas-là, eh bien, quand le conseil de famille se réunit, que la charte qui est censée présider au fonctionnement du conseil de famille est comprise et acceptée par les uns et par les autres, alors c'est sûr que la recherche du consensus est extrêmement importante. Et là, c'est très important. Et là encore, j'en reviens toujours à la même question. Souvent, ce sont des questions de psychologie. Souvent, ce sont des questions d'attitude. Ce sont des questions d'état d'esprit, d'humilité, de modestie. Ce ne sont pas des techniques managériales. Parce que vous rentrez dans un conseil de famille et si vous avez le fils aîné ou je ne sais pas quoi, enfin je ne sais pas comment ça se passe par exemple dans le conseil de famille de la famille Chabi, ou le fils aîné ou la maman et tout ça qui dit bon ben on va faire comme ça parce que j'ai décidé, c'est moi le plus vieux ou c'est moi l'aîné ou tout ça, ben, vous êtes sûr que ça va se braquer. Hein. Ça va se braquer. Alors il y a des techniques pour construire un consensus, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, ce sont des techniques qui font appel à beaucoup de psychologie. C'est sûr. Il n'y a pas de technique managériale. Quand quelqu'un vient et veut imposer une décision par de l'arrogance ou par la force, ça bloque et à ce moment-là, ça prend des proportions dramatiques dans une famille parce que vous avez un membre qui, malgré tout, a quand même une minorité de blocage dans un conseil d'administration et peut paralyser complètement le fonctionnement soit du groupe, soit de la filiale en question. Donc, je crois que, bien sûr, il est important dans une entreprise familiale ou un groupe familial qui veut se pérenniser, de mettre en place les règles du jeu et les organes qui vont appliquer la règle du jeu et diriger. Et ce que je peux dire, c'est que dans tout ça, il n'y a rien qui est à inventer, tout existe déjà. Il faut juste faire appel aux bonnes instances et aux bonnes personnes pour vous conseiller. À condition que l'état d'esprit y soit et qu'on veuille se soumettre. Et à partir du moment où on a cet état d'esprit, pour se soumettre aux règles de gouvernance, on a aussi, enfin on peut l'espérer, avoir l'état d'esprit de construire le consensus plutôt que d'imposer la décision. Voilà. Merci Sitazi. Je souhaite toujours avoir le point de vue parce que c'est le cœur de notre thème de conférence d'aujourd'hui, c'est ces instances, l'importance des instances de gouvernance, notamment au sein de la famille. Maintenant, je viens à votre question. Quand je disais tout à l'heure leadership et vision, beaucoup des difficultés qu'a évoquées Sitazi, beaucoup, pas toutes, beaucoup peuvent être résolues quand l'actionnaire ou les actionnaires, comme c'est notre cas chez nous, parce que nous avons donc 2 actionnaires fondateurs, s'y prennent suffisamment tôt. C'est-à-dire qu'ils anticipent toutes les difficultés qu'on peut anticiper. Et donc nous avons peut-être eu la chance qu'il y ait en même temps la première et la deuxième. Ce n'est pas notre cas seulement. Hein. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres groupes marocains qui sont dans la même situation et étrangers, où nous avons façonné cette gouvernance ensemble, en nous projetant sur le court et sur le long terme. Ça, c'est une remarque générale. Plus terre à terre, nous avons chaque famille fondatrice, et qui est toujours là, j'espère, comme je l'ai dit encore pour longtemps, a son propre pacte d'actionnaires. Pacte de famille. C'est un pacte d'actionnaires, comme n'importe quel pacte d'actionnaires. Et ensuite, nous avons un pacte qui lie les 2 familles, indépendamment des statuts, indépendamment bien sûr de la loi, etc. Ça, c'est la deuxième remarque importante. Et dans ce pacte, on a beaucoup de souplesse et beaucoup de possibilités, bien sûr, dans la limite de la loi et de la législation. La deuxième chose, c'est de... Et ça, c'est peut-être le point de départ, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que les leaders, le leader ou les leaders initiaux, doivent déjà au départ décider. Je précise au passage que j'ai 2 actionnaires principaux, un est musulman, l'autre est juif. C'est un détail qui a de l'importance.
Il faut qu'ils décident au départ, surtout les musulmans d'ailleurs, mais je crois que le juif aussi, mais je ne connais pas bien la législation juive, doit déjà décider de passer au droit moderne. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que quand pour appeler un chat, quand un musulman décide d'organiser sa succession de son vivant, il a énormément de latitude. Et ça, c'est peut-être un acte moderne. C'est l'acte initiateur. Parce qu'ensuite, si ça ne se fait pas de son vivant, alors je ne préjuge de rien parce que je ne connais rien, mais en tout cas, si ça ne se fait pas du vivant, toutes les difficultés sont ouvertes, toutes les possibilités sont ouvertes après. Et quand on dit toutes les possibilités, toutes les catastrophes. Donc si je peux, très modestement bien sûr, nous enorgueillir, c'est d'une chose, c'est d'avoir pu, avec ces deux messieurs, nous convaincre mutuellement que nous avions tous, première, deuxième, troisième et pourquoi pas, j'espère plus tard, tous à gagner, à organiser tout. Et comme je crois que Sil Ghorfi a eu bien raison, il y a un mot-clé sur lequel on n'a pas beaucoup insisté et qui est fondamental, qui était implicite dans le discours de Sidi Karim, c'est le mot tabou. C'est très difficile d'être devant son père ou son oncle ou son grand-père et de parler de mots qu'on n'aime pas. Vous savez lesquels? Eh bien, il faut en parler. Il faut en parler, il faut prendre son courage, il faut se préparer parce que ça ne vient pas comme ça en train de... On rigole pas, mais il faut en parler. Et comme je dis à mes enfants, plus on en parle en amont, moins notre souci en aval. Et on l'a fait. C'est peut-être notre plus grand succès valeur aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais j'essaie déjà de réfléchir à comment transformer l'essai pour la génération suivante, pour capitaliser ce qui a capitalisé. Donc, si Tazi a tout à fait raison de parler, d'insister beaucoup sur l'aspect psychologique, sur l'aspect attitude, il est très, 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 très important. Enfin, il faut accepter de faire des choix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Il y a des organes, il y a de la loi. Alors, je peux vous donner sans rien dévoiler d'extraordinaire parce que c'est très courant. Et je le recommande beaucoup autour de moi. Nous avons fait appel aussi à, comme Mme Taji, à un excellent conseil que je ne citerai pas parce qu'il n'est pas là. S'il était là, je l'aurais cité. Il faut par exemple, chez nous, toute la succession a été organisée, mais l'usufruit est préservé entre les mains des actionnaires fondateurs, tant qu'ils sont vivants. Voilà une solution simple, terre à terre, qui met tout le monde confortable. Pour rentrer encore plus en détail, ce n'est pas un secret d'État, mais c'est des idées que tous les bons conseils ont, et puis qu'on peut avoir même sans conseil. J'ai par exemple moi-même des dividendes prioritaires en tant que gestionnaire, mais je n'ai pas de dividendes tout court. Les dividendes vont aux actionnaires tant que, j'espère, ils seront en vie, encore une fois, très longtemps. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est le droit positif, dont il faut utiliser toutes les possibilités, toutes les souplesses. Et valeur aujourd'hui, je répète, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais valeur aujourd'hui, je pense que nous avons fait quelques choix qui sont portés sur l'avenir, mais la clé, c'est d'anticiper même les problèmes. Donc on ne verrouille pas tout, mais on verrouille beaucoup de choses. C'est-à-dire que là aussi, quand mon père sait que tel est majoritaire, tel est minoritaire, il aura le souci, en bon père de famille, comme vous le dites, dans le vrai sens du terme, littéral et managérial, de préserver les intérêts de tout le monde. Donc nous avons même la politique de distribution des dividendes qui est déjà cadrée, à l'avance, et bétonnée. Et on a déjà fait un avenant, parce qu'on s'est rendu compte que, etc. etc. Donc ça c'est... Donc pas que d'actionnaires, pas que de famille, ça c'est à l'intérieur de chaque famille, mais également des systèmes d'alternance. Et effectivement, toutes les difficultés auxquelles a fait allusion d'une manière plus ou moins directe Tazi, nous les vivons également. Mais effectivement, peut-être que la particularité le fait d'avoir deux familles au lieu d'une, ça réduit certains problèmes, ça en crée d'autres. Attention, ça en crée d'autres. Et effectivement, même entre actionnaires, entre familles, on doit rechercher le consensus. Alors ce consensus, je fais une parenthèse rapide sur le secteur, parce qu'on ne va pas parler secteur, sinon je ne m'arrêterai pas. Le secteur dans lequel nous développons a fait que nous avons peut-être une deuxième particularité qui est peut-être un bon choix, en tout cas c'est ce que nous disent nos amis, nos banquiers, c'est que nous avons fait rentrer un troisième actionnaire.
non pas un administrateur indépendant, mais là c'est carrément un actionnaire. Ben, vous le connaissez, c'est les enseignes qu'il y a sur la plupart de nos hôtels, qui est un actionnaire industriel, professionnel, espagnol, et qui lui, de ce fait, alors il n'est pas dans nos sociétés les plus anciennes, il n'est pas dans, nous avons pas tout à fait une holding, mais presque, mais il est dans tous les nouveaux développements que nous avons, ils sont dans la société et dans la gestion. Et ça, le fait de confier la gestion également, mais ça c'est spécifique au secteur dans lequel nous évoluons. Hein. C'est pas applicable forcément à tout, à l'industrie, etc. C'est pas très courant. Mais chez nous, c'est très courant. Dans l'hôtellerie, dans le tourisme, c'est très courant. C'est-à-dire nous n'avons pas inventé un modèle. Nous sommes rentrés dans un modèle qui existe, à savoir des mandats de gestion à un tiers professionnel. Donc ça règle de fait, et je précise, nous ne l'avons pas inventé, nous l'avons juste adopté. C'est ce qui se fait un peu, de plus en plus au Maroc, et c'est ce qui se fait beaucoup dans les grandes destinations, on va dire, touristiques, industrielles, qui sont plus matures. C'est devenu un modèle très courant. Donc voilà, aussi le fait d'avoir parfois, pas toujours, mais parfois un tiers actionnaire, ou une tierce partie, totalement étrangère d'ailleurs, mais professionnelle bien sûr, ça règle aussi un certain nombre de sujets de gouvernance, et ça impose de fait la transparence, etc. Mais je veux insister sur le point de départ, qui est ce que j'appellerais moi le titre de la chanson, c'est droit traditionnel ou droit moderne, droit positif. Je vote bien sûr pour le deuxième. Merci Sijali Tarji. Lorsque vous avez évoqué la phase de préparation, préparer le successeur, j'ai une demande, il y a un témoignage de M. Tazi par rapport à cette problématique extrêmement importante dans l'entreprise familiale. Oui, je crois que pour illustrer un peu ce qu'a dit Jalil, dans le cadre du groupe Tazi, effectivement, le fondateur qui était propriétaire de la totalité des actions de toutes les filiales du groupe, a plus de 10 ans avant sa mort décidé de commencer à travailler lui-même sur sa succession. C'est-à-dire que plus de 10 ans avant sa mort, il s'était déjà dessaisi de la totalité de ses actions. Et les avait déjà réparties conformément non pas au droit positif, mais à ce qui lui paraissait une répartition équitable, puisque bon, en fait, il a une épouse et 3 enfants, dont une fille et 2 garçons, et ce qui lui a paru équitable était un quart pour chacun, point à la ligne. Donc, et c'est là que la chose est extrêmement importante, c'est que vous avez une situation où tout le monde possède une part égale des entreprises, mais pas tout le monde joue le même rôle dans la vie quotidienne de l'entreprise. Et c'est là que la mise en place d'organes de gouvernance et la mise en place d'un grand nombre de systèmes de sécurité et d'instances diverses aident à gérer ces choses. Mais encore une fois, si au départ, un certain nombre de choses ne sont pas vues et préparées de loin par le fondateur ou les fondateurs, effectivement, on peut se trouver face à des situations extrêmement difficiles. Donc, justement, ça confirme que les dispositifs de gouvernance, leur pertinence dépend de la phase de vie de l'entreprise familiale. Dans la première phase, la phase du fondateur, il n'y a pas vraiment un conflit d'intérêts dans la mesure où le fondateur cherche avant tout la pérennité et la transmission de l'entreprise familiale. Mais dans la deuxième génération, les partenaires dans l'entreprise familiale sont les frères et les sœurs. Et là, les attentes commencent à changer. C'est plus des attentes financières et la recherche systématique de cette cohésion au sein de la famille. C'est lors de la troisième génération où les partenaires deviennent des cousins et des cousines, et notamment des fois la belle famille qui intervient également dans l'entreprise familiale. C'est peut-être une dernière question que je pose à Sitaï Prada avant d'ouvrir le débat. On doit terminer à 20h pour respecter les engagements de nos invités. Est-ce que justement c'est pertinent, je juge pertinent que ces dispositifs de gouvernance doivent s'adapter au cycle de vie ou bien à la phase de vie dans l'entreprise familiale?
Merci. Oui, bien sûr. Donc, l'idée est la suivante, c'est de dire les enjeux ne sont pas toujours les mêmes. Et face à des enjeux différents, il faut mettre des outils différents, des dispositifs différents. Alors, ce que je voudrais souligner par rapport à ça, c'est que j'ai une observation. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes face à des groupes familiaux. Toutes les entreprises familiales n'ont pas atteint cette taille, même si elles ont persisté dans le temps. On aurait dit la question de dire, il y a des entreprises familiales qui existent depuis 60 ans et qui font toujours 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires ou les 40, c'est-à-dire qu'elles sont dans une taille moyenne. Alors, cela m'a permis de poser des questions, de dire, est-ce que finalement c'est cette gouvernance qui ne s'est pas adaptée dans le temps? Est-ce que c'est ça le blocage? Et comme disait Citesi, à un certain moment, est-ce que l'acharnement patrimonial, est-ce qu'il n'a pas bloqué la croissance? À force de vouloir garder le contrôle, on est resté dans des tailles restreintes. Alors après, ça accentue le problème familial. Pourquoi? Ce que je dis personnellement, c'est que tant mieux si j'ai 4 enfants et si j'ai 4 entreprises. Et quand on reste à 4 dans une entreprise, ça augmente le conflit. Et le problème, c'est que ce manque de gouvernance, ce manque de vision, ce manque d'acceptabilité de s'externaliser quelque part, fait aujourd'hui le problème de notre entreprise familiale qui est prédominante. Ce n'est pas les grands groupes. Il faut le savoir. Aujourd'hui, nous avons des groupes qui réussissent, et je le dis qui réussissent, qui grandissent avec une certaine sérénité, avec une certaine stabilité, avec une vision claire. Toutes les entreprises familiales n'ont pas de vision. Autre problème, c'est qu'on parle de gouvernance. Aujourd'hui, on parle de luxe, quelque part, pour les entreprises. Alors, personnellement, je suis dans un petit cabinet. Là, je vous raconte l'autre facette de la chose. Et dans les petits cabinets d'expertise comptable, on ne fait pas face à ce type de groupe. On travaille avec des entreprises petites et moyennes familiales. Et moi, mon souci aujourd'hui, de dire le premier niveau de réflexion en termes de gouvernance, c'est plutôt les règles de conformité par rapport à la loi. On est toujours dans un premier stade de dire aujourd'hui ce que moi personnellement j'arrive à dire à mes clients pour les sensibiliser, parce que c'est ça notre rôle d'expert comptable, c'est un rôle de sensibilisation. C'est de dire aujourd'hui la gouvernance et le management doivent s'adapter par rapport aux changements qui touchent aux risques de l'entreprise. Les risques proviennent de l'environnement. Alors si vous me permettez, si Jalil Taarji a parlé du droit, moi je vais parler de la fiscalité. Quand je prends la fiscalité marocaine aujourd'hui, quand je feuillette un petit peu le Code général des impôts, qui est en train d'être modifié en termes de rédaction, pour bientôt, il y a un article. Et quand je le lis avec beaucoup d'attention, c'est l'article 145 du Code général des impôts que tout chef d'entreprise devrait connaître. Alors cet article qui constitue un paragraphe nous dit la chose suivante. Lorsque les entreprises établissent leur comptabilité, elles doivent se conformer à l'ensemble des règlements et des lois. Et ça veut dire qu'un article ouvre la pléiade de la loi vis-à-vis de l'entreprise. Vous avez aujourd'hui, si vous ne respectez pas l'article 12 de la loi bancaire, vous avez un rejet de comptabilité. C'est ça ce que ça signifie. Et lorsque vous dites ça à un patron d'entreprise, il n'est pas conscient. Alors moi, je suis conscient. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que si on veut garder une entreprise, que si on travaille dans une famille, on a mis tout un patrimoine dans l'entreprise. Non, la particularité d'une entreprise familiale, d'abord au niveau comptable, c'est qu'en tant qu'expert comptable, je ne vois pas les actifs comme un actif comptable, mais je le vois comme un actif émotionnel. Non, je sais pertinemment qu'il y a tout un ensemble de générations qui ont donné leur effort, et ce n'est pas un effort simple. Je vous dis, un chef d'entreprise ne réussit pas si ce n'est pas dès 5 heures du matin. On ne réussit pas quand on se réveille normalement. Les chefs d'entreprise travaillent de manière un petit peu plus acharnée qu'un homme ordinaire. Ça, on le sait. Et donc, c'est tout un travail d'un ensemble de générations. Alors, si vous voulez sortir dans 30 ans ou la 40 ans ou la transmettre votre patrimoine dans 10 ans, vous voulez transmettre un actif net. Eh bien, si vous avez un risque fiscal et que malheureusement vous êtes très mal accompagné pour le cerner, il va pas apparaître dans votre passif. Et à un certain moment, il va retomber comme un coup près. Ça veut dire qu'un risque n'est pas un risque immédiat, mais qu'un risque, qu'on nous dit dans notre métier, c'est un risque qui finit toujours par venir dans les comptes. Et lorsque vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez transférer votre entreprise à la deuxième génération, vous voulez le faire dans un cadre de sérénité. Ça, c'est un premier point. Lorsque vous voulez transmettre votre entreprise, vous avez une vérification fiscale. Et lorsque un actif, parfois plus important que ce que vous avez de l'autre côté, apparaît, moi, je ne vois pas de quelle gouvernance on parle. Et nous avons le vrai problème de notre entreprise petite et moyenne familiale. C'est cette conscience que la conformité n'est plus un luxe, que c'est une obligation parce que ça fait partie
de l'outillage et de l'appareillage managérial. Ça, c'est une première question. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est de dire, une fois nous avons mis en place les règles de conformité au niveau fiscal, une fois on s'est conformé au niveau juridique, et là aussi il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'entreprise moyenne. Parce que, figurez-vous, une entreprise familiale, c'est une entreprise dans laquelle il y a des relations entre l'entreprise et la famille. Donc quand vous avez un financement familial, ce n'est pas toujours structuré. Eh bien, si vous ne le mettez pas dans des conventions, vous n'avez pas de justificatif au niveau juridique et ça crée beaucoup de problèmes au niveau juridique pour justifier vos opérations juridiques. Donc, en termes fiscaux et juridiques, beaucoup de problèmes. Ce que je dis après, c'est que si j'allais parler de politique dividende, et c'est pourquoi je disais un luxe, c'est un luxe, parce que la première condition, à mon avis, c'est de dire on est dans deux étages différents. D'abord, la règle et la conformité, et après, la gouvernance devrait la transformer en crédibilité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'entreprise familiale, et je parle de la région de Marrakech, parce que c'est un petit peu différent en termes de territoire. Le territoire de l'entreprise est important de parler de territoire. L'importance du territoire, c'est d'abord la disponibilité des compétences. On n'est pas dans un domaine particulier. Si vous prenez le groupe d'Olidol, il est sur Casa. En termes de compétences, on a un marché de travail plus liquide. Sur Marrakech, si vous cherchez un chef comptable ou un directeur financier, vous avez déjà un premier problème, avant d'arriver à la gouvernance. C'est Taj, il va le confirmer. Si vous cherchez un expert comptable, c'est déjà un problème. Eh bien, aujourd'hui, le problème, c'est de dire, est-ce que nous avons, dans notre gouvernance, construit cette crédibilité pour permettre à l'autre de venir et de le maintenir? Parce qu'une compétence, il faut la ramener, mais il faut la maintenir. Or, le problème des entreprises familiales moyennes aujourd'hui, c'est que leur crédibilité ne leur permet pas d'avoir la réputation nécessaire, ni sur le marché financier, parce que ça crée beaucoup de problèmes, ni sur le marché de travail pour avoir les compétences. Et donc, je pense que c'est pour ça que je reviens à la première question. Est-ce que les outils de gouvernance devraient s'adapter à l'état d'avancement? Je dis oui, ça devrait s'adapter, ça c'est sûr, mais ce n'est pas le problème de l'état d'avancement, c'est le problème de la vision qui est posée, parce que l'entreprise familiale n'est pas une question de génération, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de vision d'abord. Les entreprises qui ont grandi avaient la vision pour grandir. Et après, ils ont mis le moyen. Et parmi les moyens, il y avait la prédisposition d'accepter l'autre. Nous avons aujourd'hui 95, ou là, je dirais même plus, mais sans avoir la précision nécessaire. Ça reste des propos dans une conférence. Je suis sûr que 95% de nos entreprises familiales peinent à dépasser le premier niveau de réflexion. Celui du manque de vision, celui de vouloir déjà se conformer, celui de vouloir se poser des questions sur la stratégie et sur le tâtonnement. Ça, c'est un vrai problème. Alors après, dans les entreprises familiales qui ont plus de capacité de réfléchir, qui ont plus de continuité, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les entreprises familiales commencent à avoir des politiques, je dirais, fiables et visibles pour tout le monde pour augmenter leur crédibilité. Donc je pense que j'espère avoir donné, ne serait-ce que partiellement, la réponse nécessaire. Effectivement. Merci Sebrada pour cette brillante présentation. Donc je prendrai... À un manque d'informations, je n'ai pas réussi à avoir d'informations et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Parce que vous êtes très ouverts et vous parlez de spécificités qui sont les vôtres, qui sont les spécificités de vos familles. Et je suis sûre et certaine que cette ouverture n'est pas propre à toutes les entreprises familiales. Donc je vous remercie vivement pour cette ouverture et pour cet échange. La problématique nous concerne tous. C'est une grande partie de notre tissu économique qu'on découvre aujourd'hui à travers vos témoignages. J'aimerais revenir sur deux questions. La première, c'est relative aux spécificités des entreprises familiales. Dans certaines recherches et dans des pays développés, comme a cité Sebrada, la Research-Based View, donc c'est l'approche par les ressources, elle cite que les spécificités, parmi les grandes spécificités des entreprises familiales, c'est les ressources intangibles. Et parmi les ressources intangibles, c'est le capital social. Alors, le capital social, c'est quoi? C'est la notion de réseau, donc l'ensemble des connaissances qu'a l'entreprise et l'ensemble des connaissances qu'a la famille. Et ils disent que la consolidation entre le réseau de la famille avec le réseau de l'entreprise, ça permet à ces entreprises-là de développer certaines affaires que les entreprises normales n'arrivent pas à accéder. Par exemple, des opportunités sur le marché, des partenariats, des alliances, des sources d'informations des fois pertinentes et qui donnent un avantage à ces entreprises familiales. Moi, avec
avec la casquette de chercheur, j'aimerais revenir sur vos expériences. À vous, Monsieur Tazi, dans le groupe Reshband, est-ce que vous avez eu des fois recours à votre réseau de famille pour accéder à certaines informations? Est-ce que le réseau social familial du groupe Reshband, de la famille Tazi, vous a favorisé certaines choses? Ou dans d'autres cas, parce qu'il peut être source de désavantages dans certains cas, est-ce que dans d'autres cas, ça a été une source de désavantage? Je poserai la même question à M. Taji. Dans votre secteur, avec ses spécificités, est-ce que la famille ou le réseau familial vous a favorisé ou des fois défavorisé dans certaines situations? La deuxième question relative à la gouvernance, j'aimerais dire que certes, une bonne partie des entreprises, elles sont à une taille très petite et moyenne, mais je pense que la question de gouvernance, quand on arrivera à développer des pratiques managériales propres aux entreprises familiales tout en tenant compte de leurs spécificités et de développer des outils de conseil pour accompagner spécifiquement les entreprises familiales, je pense que la question de gouvernance, on ne posera pas les mêmes questions ou encore moins de la même façon qu'on les pose aujourd'hui. Donc c'est plus notre compréhension, nous en tant que chercheurs, en tant que conseillers pour accompagner ces entreprises, c'est là qui va déterminer la bonne gouvernance et les bons outils d'accompagnement de ces entreprises. Voilà tout et je vous remercie encore une fois. Merci. Qui est fondamental parce qu'il y a un certain nombre de types de relations qui se créent, notamment les relations hiérarchiques et puis surtout la relation participation-paternalisme. C'est-à-dire, est-ce que les patrons sont ouverts à permettre aux cadres qui sont avec eux à les aiguiller ou à les éveiller sur certains problèmes? Ça, c'est un élément fondamental. Et il y a aussi toute la notion de comment gérer les conflits. Et des fois, ce n'est pas des conflits, c'est des conflits d'humeur. Et ça fait des dégâts des fois. Et moi, j'ai vécu dans une entreprise familiale et notre patron, que Dieu ait son âme, avait cette faculté de choisir les hommes. Ça aussi, c'est un élément fondamental, choisir les hommes et de leur donner des missions. Et dans l'entreprise, il avait créé un certain nombre de personnes qui savaient faire passer les messages. Et quand il voulait dialoguer avec ses enfants ou faire passer quelque chose avec ses enfants, il y avait cette courroie de transmission qui permettait de faire les choses, ne pas créer le conflit entre le dirigeant et l'enfant, qui est là, qui est cadre aussi. Mais simplement, pour ne pas créer ce truc d'animosité, parce qu'en fin de compte aussi, les entreprises familiales, il faut se mettre dans l'esprit que le patron considère ses enfants comme des petits-enfants, donc il ne rend jamais le statut de cadre de quelqu'un qui peut faire avancer, etc. Ça, c'est un élément important. Je crois que vous avez dû vivre certaines expériences. C'est fondamental aussi dans la gouvernance. Merci. C'est très important. C'est très important. Alors, même en termes de capital social, et de carnet d'adresse et de réseau, c'est aussi très important parce que bon, si on veut avoir une définition sociale disons, d'un capital immatériel, à rester dans l'entreprise si un certain nombre de règles de bon sens, qui sont souvent des règles de bon sens, ne président pas à la gestion de la ressource humaine. Alors il y a, à mon avis, l'une des règles, quand vous dites l'humeur, le simple fait de se croire en droit d'imposer son humeur aux autres, c'est parce que il n'y a pas un sens absolument inné du respect de l'autre. C'est que finalement, je peux vivre à sphincter ouvert parce que l'entreprise m'appartient. C'est à moi, c'est mon bien. Je peux être de mauvaise humeur le matin, je peux engueuler tout le monde, je peux faire tout ce que je veux. J'ai un droit de vie ou de mort sur cette entreprise. Donc, je crois que, encore une fois, c'est d'abord une question d'humilité, de modestie, de respect de l'autre qui conduit souvent, pour revenir à une notion que Jalil a évoquée à plusieurs reprises, celle de leadership. Je crois que
dans le leadership, la notion d'exemplarité et de modestie et d'humilité sont cruciales. Souvent, les leaders qu'on a envie de suivre sont d'abord des leaders qui donnent l'exemple et qui sont totalement dépourvus d'arrogance. Surtout dans une école de management, on est en train de parler des technologies qui vont causer des disruptions énormes dans le monde du business, et l'une d'entre elles est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va bientôt supplanter ou permettre de faire un grand nombre de tâches qui auparavant étaient faites par des humains. Or, maintenant, supposons que dans un cabinet de conseil fiscal, d'expertise et tout ça, vous ayez des algorithmes et des robots qui fassent tout. Tout. Ben, malgré ça, si le patron se trompe sur la stratégie, il aura beau avoir tous les algorithmes et tous les robots et tout ça, il se gourre sur la stratégie, il s'est gouré sur la stratégie. Parce que là, il n'y aura pas l'algorithme qui va s'asseoir avec lui dans son conseil d'administration. Et donc, je crois que à partir du moment où, quelle que soit l'instance dans laquelle les décisions stratégiques se prennent, que cette instance soit un conseil d'administration très formalisé ou une instance moins formalisée, à partir du moment où le patron s'entoure du conseil de l'autre et accepte de soumettre son opinion et sa vision et sa stratégie à la critique constructive des autres, alors il a moins de chances de faire des erreurs. Donc, je me dis, oui, la ressource humaine, la question des ressources humaines est importante, mais elle n'est pas la seule. On a souvent tendance à vouloir réduire la gestion des entreprises à une seule chose, alors qu'en réalité, c'est une chimie très complexe de choses différentes. Merci pour vos compliments qui sont un peu exagérés, mais bon, on les prend quand même. Conférence à 20h. Le débat est tellement passionnant, mais bon voilà, pour respecter nos engagements envers nos intervenants, je tiens sincèrement à vous remercier pour les différentes conférences, l'intérêt que vous donnez aux conférences organisées par la chaire entreprise familiale au Maroc, et à une prochaine conférence, Inch'Allah. Merci beaucoup.